Et demander à Félix Tshisekedi de maintenir sa candidature. Que Félix Tshisekedi rentre au pays, nous allons faire la campagne et c'est lui le candidat président de la République, c'est lui le président le 23 décembre. Nous réitérons notre confiance au président Félix Tshisekedi comme candidat de l'UDPS conformément à la résolution du Congrès. Oui, fidèles téléspectateurs, les amis de Yokason Télévision, votre émission, Les juristes en parlent, une émission du peuple congolais où ici les juristes vous disent rien que les vérités juridiques chaque vendredi à 21h30 et la rediffusion chaque lundi à 20h30 de votre émission et vous serez édifiés. Merci. Bonjour fidèles, bonsoir pour ceux qui nous suivent cette nuit dans votre chaîne Yokason Télévision, la chaîne de la base, la chaîne du peuple congolais, à travers votre émission. Les juristes en parlent, une grande émission, une émission qui vous met au clair et au parfum de toutes les questions juridiques qui se posent dans notre pays, la République démocratique du Congo, ainsi que toutes les questions internationales liées au droit, afin d'éclairer la lanterne de notre population. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous éclairer la lanterne, votre humble serviteur Jean-Blaise Chitenge, pour vous expliquer sur une question qui fait polémique, sur la toile qui fait polémique dans l'opinion publique, la question du ministère de l'EPST à travers le ministre Tony Mwaba. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer les contours de cette question et qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ces conflits et que dit le droit congolais à travers la République démocratique du Congo, que dit le droit congolais pour que la question des paiements, des temporaires soit éradiquée. Nous sommes tous au courant que l'IGF avait déclaré qu'il y a eu tentative de détournement à travers le ministère de l'EPST. Et ces détournements, semblait-il que ça devait avoir lieu au sein du ministère de l'EPST. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cette dénonciation? Donc, le ministère de l'EPST avait organisé les TENAFEP, les tests de fin d'études primaires, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après cette organisation, il y a eu des surveillants, ceux qui surveillent dans des salles de classe, qui devaient avoir leurs primes. Et souvent, on recrute des temporaires, des gens qui ne sont pas spécialement des fonctionnaires de l'État ou qui ne sont pas réellement intégrés dans des fichiers des travailleurs du ministère de l'EPST. C'est ces gens-là qu'on recrute, les preuves de fin d'études primaires qu'on appelle communément TENAFEP. Ils devaient avoir leur prime. C'est cette prime-là qui a été organisée et qui a été préparée à travers le ministère pour que les décaissements soient effectués, pour que cette prime soit finalement payée à travers ces temporaires qu'on appelle des surveillants des salles de classe ou qui surveillent pendant que les élèves font leur examen de fin d'études primaires. Et à la demande de cette somme, le ministère de l'EPST a suivi le parcours normal. Le parcours normal de la demande de cette somme. Et la somme n'étant pas encore sortie, nous avons tous constaté que l'IGF est monté au créneau pour déclarer une tentative de détournement. Ici, la tentative de détournement, c'est une infraction en droit pénal congolais. La loi portant code pénal congolais, livre 2. C'est une ancienne loi qui a été modifiée, la loi du 30 janvier 1940, telle que modifiée, complétée à ce jour en 2004. Cette loi prévoit dans ces différents articles où on parle des habits de confiance, dans l'article 95, on dit « Quiconque qui est frauduleusement détourné ou dissipé
au préjudice d'autrui des effets des deniers de marchandises, billets, quittances, écrits à toute nature contenant ou opérant obligation, donc sera puni. Donc la punition est prévue par rapport au détournement. Les détournements. Quand on parle de tentative de détournement, une tentative est punissable. Mais ici, nous devons entrer dans la vérité ou la véracité de la question. L'argent prévu pour le paiement de ces surveillants, est-ce que cet argent était déjà libéré par le ministère des Finances? L'argent n'était pas encore libéré. Et lorsqu'on n'a pas encore libéré l'argent, donc les détourneurs n'est pas encore détenteur de la somme indiquée ici en parlant des tentatives de détournement. Il faut que dans les éléments matériels de tentatives de détournement, il faut que le détourneur soit en possession de la somme ou de l'objet, ou des effets, ou de ces marchandises, ou des billets de banque qui soient en sa possession et qu'il puisse vouloir l'enlever dans son parcours normal pour l'amener dans un autre parcours qui n'était pas prévu, une destination qui n'était pas prévue à cette somme. Et ici, nous constatons tous que l'IGF est allé vite en besoin. L'IGF n'a pas essayé d'attendre que réellement cette somme soit mise à la possession du ministère de l'EPST. Et c'est comme ça que nous avons tous compris la réaction très ferme du ministre de l'EPST, M. Tony Mwaba, étant aussi juriste, qui dit à qui veut l'entendre aux médias de la haine, ceux qui pensent le nuire, étant donné que l'EPST, actuellement, c'est le poumon du mandat du chef de l'État, étant donné qu'on a prévu la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo a été effective dès le début du mandat du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lorsqu'on a mis en place cette gratuité, et cette gratuité devait avoir des personnes honnêtes pour assurer la continuité, l'efficacité de cette gratuité. Et la personne de Tony Mwaba n'ignore que c'est la personne mieux indiquée dans cette opération de la mise en œuvre de la gratuité. Et ici, nous avons tous constaté, il y a eu plus de 100 millions qu'on avait confisqué. La Banque mondiale avait confisqué, refusé de libérer cette somme, étant donné qu'il y avait des soupçons au sein du ministère de l'EPST, à travers l'ancien ministre de l'EPST, qui avait des soupçons de détournement. C'est comme ça que la Banque mondiale avait empêché que cette somme soit décaissée en République démocratique du Congo. Mais lorsque le ministre actuel, Tony Mwaba, est arrivé aux affaires, il a quand même arrangé les choses, il a détecté des fictifs, il a fait un travail de titan pour que cette gratuité soit réellement assurée. C'est comme ça que la Banque mondiale avait accepté que cette somme soit de nouveau décaissée en République démocratique du Congo. Et c'est une victoire. Et pour nous, nous constatons en tant que juristes qu'il y a eu simplement manœuvre de nuire. Il y a eu manœuvre d'empêcher l'accomplissement de cette gratuité parce que avec les partenaires internationaux, lorsqu'il y a des soupçons, lorsqu'il y a des situations pas correctement prévues, il y a toujours tendance que les partenaires internationaux puissent se retenir de continuer à financer cette gratuité. C'est comme ça que nous sommes montés au créneau pour dire, en tant que juristes, quand on parle de détournement, il faut que les fonds détournés soient à la disposition du détourneur, permettez la tautologie, de celui à qui on accuse d'avoir détourné. Mais est-ce que M. Tony Mwaba est déjà en possession de cette somme? Nous disons non. Il n'est pas en possession de cette somme et la somme en question, les enjeux même ici, des conflits entre le ministre et l'IGF, c'est lié au paiement, à la procédure de paiement. Est-ce que ce paiement doit se faire à la banque ou ce paiement doit s'effectuer à la main?
comme on le dit couramment, les Maboko Bank. Mais le ministre est monté au créneau pour dire que si on ouvre des comptes pour que ça soit payé à la banque, il y a des frais de compte, les frais de tenue de compte et les frais d'ouverture de compte. Est-ce que pour un 40 000 francs qu'on doit payer à un temporaire, un surveillant qu'on a eu comme ça, et c'est un paiement qui n'est pas même habituel, on doit ouvrir un compte? C'est faire perdre à la République encore certains moyens. C'est comme ça que le ministre a dit non. Le privilège ici, c'est de se rassurer que le paiement soit effectué, mais aussi d'éviter les dépenses à la République. C'est comme ça qu'il a préféré la voie d'aller payer de main à main tous ces surveillants-là qui ont surveillé les épreuves de fin d'études primaires en République démocratique du Congo. Et en plus, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a des provinces ou des villes ou des villes qui n'ont pas de banque, où il n'y a pas de banque. Parce que l'EPST en soi contient plus de 56 provinces éducationnelles. Vous savez, nous avons 24 provinces, mais l'EPST en soi a 56 provinces éducationnelles. Ça veut dire qu'on doit dispatcher cet argent en 56 provinces. Et 56 provinces atteindre les lieux, tous les lieux possibles pour que ces gens-là soient payés. C'est pas facile. C'est comme ça, la procédure de main à main, ça facilite les choses pour que chacun soit payé au moment prévu. Et avec la banque, vous savez aussi, nous avons une expérience où les fonctionnaires de l'État, de l'EPST d'ailleurs, les enseignants touchent à travers Caritas Développement dans les différentes provinces. Nous allons constater qu'il y a souvent des retards même de paiement, 2 mois de retard, 3 mois de retard de paiement. Or, l'argent était déjà décaissé il y a 3 mois. Pourquoi? Parce que la procédure, elle est lente. Et nous avons un programme des examens d'État qui va s'effectuer les 30 août. Mais c'est parmi les certains surveillants qui sont aussi désignés pour surveiller les examens d'État. Et si vous refusez de leur donner leurs 40 000 francs au plus tôt possible, vous voyez que c'est encore créer encore des problèmes ou créer des tensions au sein de ces surveillants-là que l'État est en train de recruter. C'est comme ça que le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, ils avaient adopté cette idée et il y a eu même des experts de la primature à travers le Premier ministre Samalou Kondé qui ont travaillé avec les experts du ministre de l'EPST et ils ont trouvé des compromis par rapport au paiement et le Premier ministre était favorable. C'est comme ça, au Conseil des ministres du vendredi dernier et le 19, on a décidé que le paiement soit à la main. Donc l'État congolais a compris qu'il faut payer vite ces temporaires pour que le pays puisse avancer. Donc c'est ce couac-là qu'il y a eu dans notre pays et qui a fait qu'il y a eu certaines questions qui commencent à embêter. Ici, le ministre Tony Mwaba est victime. Il est victime d'un complot. Nous constatons qu'il y a un complot de la gratuité tout simplement. Le complot de la gratuité, c'est quoi? Personne n'avait cru que la gratuité devait être effective en République démocratique du Congo. Personne n'a donné la chance à notre pays d'avoir cette gratuité. Et nous connaissons les ennemis de la République. Personne n'ignore qu'en République démocratique du Congo, cette question de la gratuité, ça va en défaveur de beaucoup de gens, les tenanciers même de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ici, je peux citer, nous avons des écoles catholiques. À l'époque, les écoles catholiques étaient en faveur des pauvres. Mais nous avons constaté depuis un certain moment, lorsque l'État a perdu sa force ou est devenu défaillant, vers la fin des années de Mobutu, 97, 94, 95, 96, ils avaient signé un contrat avec l'État que les écoles commencent à demander certains frais de motivation des enseignants parce que l'État est devenu presque en faillite. C'est comme ça que les écoles conventionnées et les écoles de l'État avaient prévu une somme de paiement des frais de motivation. Et depuis ce temps-là,
ces frais-là de motivation ne font qu'augmenter. Nous nous posons la question sur base de quoi que ces frais ne faisaient qu'augmenter jusqu'à ce que nous avons atteint le seuil de $700, $800, $900, voire même $1000 dans une école où l'enfant devait étudier gratuitement selon notre constitution. Mais depuis que la constitution a été mise en place en République démocratique du Congo, cette loi-là n'a jamais été respectée. D'ailleurs, il fallait du tonus, il fallait un homme de grand caractère et de grande carrure pour venir donner l'impulsion à la réalisation de ce grand projet que nous avons appelé la gratuité de l'enseignement. Et qui en est bénéficiaire? Il y a aussi un élément que le peuple doit comprendre. Qui en est bénéficiaire? La gratuité de l'enseignement n'est pas bénéfique aux hommes aisés. La gratuité de l'enseignement est surtout bénéfique à la masse sociale pauvre, les démunis, ceux qui sont au fait fond, qui n'ont pas de moyens pour faire étudier leurs enfants. C'est eux qui bénéficient surtout le plus. Et pour ceux qui sont aisés ou ceux qui avaient des moyens, il y a eu un ajout dans leur casserole pour dire que Papa Fachi a pris en charge les enfants des parents congolais. Et aujourd'hui, si vous avez $200 que vous devez débourser pour les études, je crois que ces $200 va être détourné, comme on parle de détournement. Cet argent, $200 que vous devez mettre pour les études de vos enfants, vous allez les prendre pour mettre dans le social de la famille. Et aujourd'hui, nous avons quand même des sociales qui sont devenus stables à cause de la gratuité. Il faut que les gens les reconnaissent. Et il faut que le peuple puisse comprendre cette affaire. C'est pourquoi nous disons, la gratuité de l'enseignement est sacrée pour le peuple congolais. On ne peut pas toucher à la gratuité. Quand on touche à la gratuité de l'enseignement, nous trouvons qu'il y a un danger. On veut saper l'image du président de la République, saper les droits des Congolais et empêcher au peuple congolais de jouir de cette loi constitutionnellement établie pour la gratuité de l'enseignement. C'est tellement bénéfique que nous sommes tous appelés à devenir gardiens de cette gratuité. Toute action qui sera menée pour empêcher la gratuité, c'est pourquoi nous l'avons dit. Les bailleurs de fonds, ceux qui soutiennent la gratuité à travers la Banque mondiale, les FMI, qui mettent leurs moyens, ils sont toujours souciés d'un bon rendement et ils sont toujours souciés de voir que ce programme de gratuité va en bon escient. Et lorsque il y a des soupçons, lorsque il y a des questions de détournement qui s'élèvent, c'est comme qui dirait, vous êtes en train de dire aux partenaires de la République démocratique du Congo de ne plus financer la gratuité de l'enseignement. Parce que lorsqu'on attend qu'il y a tentative de détournement, donc on suppose que l'argent que la Banque mondiale a financé, le FMI a financé, est en train d'être volé entre les mains de ceux qui dirigent cette gratuité. C'est pourquoi nous nous lèvons et disons que l'IGF doit poser des actes conformément à la loi. Il doit poser des actes conformément à ce qui lui est demandé de faire. Et l'action de l'IGF, souvent, ça peut être en aval ou en amont, mais ici, nous avons constaté que cette action qui devait même ne pas faire l'objet de médias, cette question qui devait faire l'objet des débats internes entre le ministre de l'EPST et l'IGF, cette question a été directement mise au public. Pour quelle cause? Quelle était la cause et quelles sont les intentions d'avoir publié des questions de détournement or qu'il n'en est pas? L'intention c'est quoi? C'est empêcher aux financiers de financer cette gratuité. C'est pourquoi nous, peuple congolais, nous disons, nous avons besoin de cette gratuité à l'intérêt du peuple congolais. Nous n'avons pas besoin de questions qui troublent la quiétude de l'effectivité de cette gratuité. Donc, l'excellence Tony Mwaba ici, il a eu raison devant ses pairs dans le conseil des ministres qui a eu lieu. On a demandé qu'il puisse payer à la main tous les temporaires qui avaient surveillé ces examens. Donc, cette question, ici, nous sommes venus pour éclairer cette lanterne, étant donné que tout le monde est monté au créneau. Nous écoutons des bavures par-ci, par-là. Et nous allons suivre maintenant
cette image où le ministre lui-même qui est en train de demander des preuves de ces détournements que l'IGF a fait monter au créneau. Parce qu'étant aussi un juriste aguerri, d'ailleurs professeur de son état, il s'est dit qu'il ne pouvait pas garder silence sur cette question. Il a demandé le preuve du détournement. Ici, en droit, on parle aussi de l'action téméraire et vexatoire. Une action téméraire et vexatoire, c'est que lorsque vous lésez la personne et que vous dites qu'il est voleur alors qu'il n'en est pas. Il peut poser des actes en justice, des actions en justice, étant donné que sa personnalité, sa crédibilité est mise en jeu. C'est comme ça que le ministre a fait cette déclaration. Suivons d'abord cette déclaration et nous revenons par la suite. Premièrement, je voulais d'abord vous remercier tous. Tout à l'heure, j'étais à mon bureau en réunion avec les membres de mon cabinet, Nayoki Batubazo Yemba Libanda. J'ai cru que c'était les ennemis de la gratuité. Mais quand je me suis informé, on m'a dit non. Contrairement aux habitudes, c'est un groupe d'enseignants qui sont venus vous exprimer leur soutien. Et c'est comme ça que vous m'avez vu sortir, venir vers vous. Merci. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Vous connaissez mieux les pestés que moi. Exact. Vous savez dans quelles conditions j'ai hérité ce ministère, que je suis en train de tirer dans les abîmes pour les ramener à la surface. J'ai engagé ce ministère depuis que je suis arrivé dans la politique de la rupture avec toutes sortes d'antivaleurs pour nous amener à les redresser et veiller surtout à la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Dans les volets redressement, vous le savez, la plus grande opération à laquelle je me suis livré, c'est le nettoyage du fichier paye des enseignants. Et grâce à cette opération, j'ai dégagé des ressources, j'ai fait des économies. Je le répète, depuis que je suis à la tête de ce ministère, je n'ai pas reçu un crédit additionnel du budget. Mais c'est l'argent qui était détourné toutes ces années. Et s'il y a quelqu'un qui lutte contre les détourneurs, ce n'est pas Jules Alinghetti. À l'EPST, c'est Tony Mwaba. Voilà. J'ai récupéré ces ressources. Qu'est-ce qu'on en a fait? On n'a pas affecté ça à autre chose. J'ai pris en charge tous les enseignants NU du nouveau maternel sur toute l'étendue du territoire. Cet argent n'a pas été détourné. J'ai arraché ça des mains des détourneurs et j'ai investi ça pour les enseignants du niveau maternel. Avec ces ressources, j'ai augmenté les frais de fonctionnement de toutes les écoles publiques sur toute l'étendue du territoire. Vérité. À hauteur de 20,25%. Cet argent n'a pas été détourné, mais j'ai arraché ça des mains des détourneurs et j'ai investi ça dans les écoles. Ce n'est pas Gilles Alinghetti qui a fait ça. Voilà. Troisième chose, grâce à ces économies, je suis en train de mettre à la retraite les enseignants vieillissants, dont l'âge varie entre 65 et 105 ans. L'opération avait été lancée et encore à la fin de ce mois, et c'est chaque mois, nous continuerons à payer ces enseignants jusqu'à la fin, jusqu'à épuiser tous les vieux enseignants et commencer à recruter les nouveaux et les qualifier. Mais puisque pour la première phase du nettoyage de ces fichiers, j'ai épuisé toutes les ressources à l'interne. J'ai demandé au Conseil des ministres si nous pouvons payer la prime de brousse des enseignants avant d'aller au deuxième palier. Pour corriger d'abord l'injustice, vous savez, dans les accords qu'on a trouvés, les accords de Bibois, il a été convenu de payer aux enseignants des milieux ruraux 50 000 francs. Mais compte tenu des difficultés de trésorerie, dans les 100 jours de mon ministère, je viens d'arracher du gouvernement les paiements
de la moitié de la prime de brousse dans un premier temps, en attendant que l'autre moitié soit prise en charge dans le budget 2022. Et cela a été approuvé au Conseil des ministres au dernier trimestre de cette année, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre. Tous les enseignants des milieux ruraux verront l'augmentation de leur salaire. Donc je me bats pour les enseignants. Pour la moitié de la prime de brousse qui reste et pour le deuxième palier. Tout à l'heure, je viens d'avoir la réunion avec l'administration. On a intégré tout cela dans les prévisions budgétaires de 2022. Bravo, acclamez les enseignants. La prime de brousse et qu'on paie le deuxième palier. Je viens de faire intégrer ça dans nos prévisions budgétaires et nous allons suivre ça au Parlement pour obtenir, n'est-ce pas, cette enveloppe-là et régler définitivement tous les problèmes des enseignants. Vous allez remarquer, dans moins de 100 jours, on a réglé de gros problèmes. Oui. Dans le cahier de charges des enseignants, sur 8 points, je vous assure que à ce jour, j'ai réglé, sur 10 points, j'ai réglé au moins 8 points. Il ne me reste que 2. On attend, ça sera réglé dans le budget 2022. Ok. Maintenant, quelle est la conséquence? Tout le travail que j'ai fait pour traquer tous ceux qui détournaient cet argent ne peut pas me créer des amis. Ça ne peut que créer des ennemis. Et les premiers ennemis sont dans le sous-secteur de l'EPST. Ceux qui bénéficiaient de l'ancien système, qui entretenaient les écoles fictives, les enseignants fictifs et les agents fictifs et détournaient cet argent. Je les ai traqués, j'ai récupéré cet argent, ils ne peuvent pas être contents. Chaque jour, pour la cause des enseignants, je reçois même des menaces de mort à cause de ce que je suis en train de faire. Donc, tout ce monde-là, ce sont les ennemis de la gratuité. Ils ne peuvent pas être contents parce que nous sommes dans le redressement et dans la lutte contre les antivaleurs. Voilà. Et je me suis fait autant d'ennemis à l'interne parce que ce sont eux qui entretenaient les antivaleurs. Et je ne vais pas baisser les bras, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Il y a également quelque chose que je devrais préciser. Vous avez suivi depuis 3 jours sur les réseaux sociaux que le ministre Tony Mwaba a détourné 16 millions de dollars du budget affecté au paiement des primes des intervenants de TENAFEP. C'est très important ça. Mais mes chers frères, quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai eu l'information que les intervenants du TENAFEP édition 2020 n'avaient jamais été payés. Et ces intervenants menaçaient de boycotter l'édition 2021. Je les ai approchés, je les ai conscientisés et ils ont compris. Et j'ai promis d'obtenir pas seulement les paiements de l'édition 2021 avant les épreuves, mais j'ai promis de me battre pour obtenir les paiements de 2020. Et tous ces intervenants ont cru à ma parole et vous avez vu le TENAFEP s'est passé sans aucun incident sur toute l'étendue du territoire. Et les paiements avaient été obtenus 2 jours avant TENAFEP. Là, je me retrouvais encore au Nord Kivu. Mais vous avez suivi le débat qui est actuellement. Gilles Alingeti me dit que cet argent-là, qui est destiné à la prime des intervenants, doit être payé par banque. Je dois demander à tous ceux qui ont surveillé, qui se retrouvent dans des grandes villes, même dans des territoires. Je crois même à Louisa, si vous êtes à Kinzanvouete, vous êtes je ne sais pas où, vous devez ouvrir un compte bancaire pour recevoir une prime ponctuelle de 30 000 ou 40 000 francs. C'est utopique. J'ai dit non. Parce que je suis responsable de mon ministère, je connais des problèmes ici. Même pour les paiements des enseignants par la banque, il y a des problèmes sérieux. Il y a des coins où même les frais de fonctionnement, les salaires des enseignants arrivent 2, 3, 4 mois après, en retard. Mais pourquoi on doit enregistrer ces retards alors que la session ordinaire, c'est dans 1 semaine et demie? Je ne vais pas avoir de problèmes, je ne vais pas qu'on boycotte la session ordinaire. J'ai dit, ça s'est passé toujours comme ça dans les années antérieures. Les intervenants, ils prestent, vous prenez son argent, vous lui donnez en main, il part. Mais vous voulez mettre cet argent en banque. Les frais d'ouverture de compte, même des retraits. Et puis, il y a des coins où il n'y a pas de banque. Comment nous allons faire?
Des fois, nous utilisons certains opérateurs pour la paix des enseignants, comme Caritas. Mais Caritas pose aussi beaucoup de problèmes. L'accès est difficile. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque. Pourquoi? Et puis, ces épreuves-là, je dois l'avouer, ça touche également au social. Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30 000, 40 000, 70 000 francs. Ce n'est pas 500 $ comme on l'a annoncé par les médias de la haine. Bien, merci. Nous avons tous suivi. L'excellence était très carrée. Vous l'avez vu en lunettes. Donc, c'est pour dire qu'il a été fait l'objet d'une propagande de la haine. Il dit bien qu'il y a les médias de la haine qui ont voulu toucher à sa personne. Les médias de la haine qui ont voulu saper sa personnalité et il ne peut pas rester silencieux. Et nous avons tous vu que les enseignants sont venus les soutenir pour dire « Excellence, continue sur ta marche, que personne ne te décourage ». Ici, qu'est-ce que nous comprenons? Que le fait de faire passer ce message du tentative de détournement, c'est vouloir dire au ministre de l'EPST de s'arrêter dans ses actions, étant donné qu'il est un warrior qui met en pâture tous les mafieux et tous les fauteurs de troubles au sein de l'EPST. Et on a dit il faut l'arrêter. Comment l'arrêter? Il faut saper sa personnalité. C'est comme ça les enseignants de l'honnêteté qui ont compris la mission que le ministre est en train d'opérer au sein du ministère, ils se sont levés pour le soutenir. Et voilà, il est venu, il a donné aussi une réponse à la carrure d'un juriste aguerri pour démontrer que maintenant, c'est le travail, c'est la gratuité et il va poser que des actes pour sauver la gratuité. Donc la gratuité de l'enseignement ici est sauvée parce que nous avons compris que en tant que juriste averti, il n'est pas resté silencieux. Il s'est levé et il a parlé. Nous l'avons tous suivi. Et nous lui transmettons les félicitations étant donné que devant des questions comme ça, beaucoup de ministres restent en silence. Mais lui, il a prouvé que c'est un warrior. Il a dit, on doit lui donner des preuves. Donc, si l'IGF a des preuves de ces détournements, il n'a qu'à les prouver. Il n'a qu'à les prouver. Et c'est à la justice de faire son travail. Même pour définir les infractions telles que définies, bien sûr, l'IGF est à compétence plutôt spéciale et il peut définir comme il veut, mais la réalité de la question ici, nous avons constaté qu'il n'y a aucune procédure administrative qui avait déjà commencé sur cette question. Mais nous avons seulement constaté que la toile a bougé, tout le monde commence à crier qu'il y a eu détournement. Donc c'est comme ça que la réponse est là. Le ministre lui-même a parlé à tout celui qui veut l'entendre, qu'il n'y a pas eu de détournement au sein du ministère de l'EPST. Le frais en question prévu pour le paiement, on parle de 16 millions, prévu pour le paiement, sera payé à la main et tous les comptables qui vont prendre cet argent, chacun sera responsable quand il va descendre avec cet argent pour ce paiement. Et il y a aussi un aspect important qu'on doit souligner. L'administration de l'EPST fonctionne avec les inspections provinciales à travers chaque province éducationnelle. Les listes viennent de là. Les ministres d'ailleurs ne savent pas qui est surveillant, qui n'est pas surveillant. On ne peut pas réduire les ministres à ceux qui connaissent tous les surveillants. Non. Les rapports viennent de chaque province éducationnelle. Et on fait le toilettage au sein de l'inspection générale. Et on fait rapport qu'il y a eu autant de surveillants, il y a eu autant de superviseurs, il y a eu autant des inspecteurs, il y a eu autant de gens qui corrigent. Et tout ça, on met en symbiose, on fait les calculs. Le ministre n'a qu'à observer, à voir si son cabinet a fait le travail et il signe les documents. Pourquoi on veut diminuer un ministre à un niveau d'un contrôleur? Le ministre, c'est le sommet. C'est comme le patron politique d'un ministère. Donc, il reçoit selon la technique qui a fonctionné au départ et les rapports arrivent sur sa table. En tant que ministre, si le travail a été fait, lui constate de l'effectivité des épreuves de fin d'études primaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et il signe les documents pour que ces gens-là soient payés. Donc, on ne peut pas réduire le ministre ici. Et s'il y a contrôle à faire, je crois qu'en amont,
l'inspecteur des finances viendra faire son contrôle pour constater est-ce que réellement les épreuves de fin d'études primaires ont réellement perçu leur somme. À ce moment-là, on pourra constater s'il y a détournement ou pas. Ici, nous ne sommes pas venus pour défendre, mais nous sommes venus éclairer la lanterne parce que nous avons constaté. La priorité ici, c'est de garantir cette gratuité chèrement acquise. Chers Congolais, chers compatriotes, nous sommes ici devant un combat. On ne veut pas que la gratuité soit réellement effective. On veut que ça se limite quelque part. Or, vouloir que ça se limite quelque part, c'est vouloir que le peuple congolais puisse souffrir. Vouloir que les parents congolais puissent encore retomber dans des tensions qu'ils avaient autrefois lorsqu'ils voulaient payer les examens d'État. Lorsqu'ils voulaient payer les frais d'études primaires à 4-5 enfants, des parents mouraient comme ça. Il y avait des tensions. Mais aujourd'hui, il y a la quiétude. La gratuité est là. Et ici, nous sommes en train d'évoluer parce qu'après avoir mis en place l'effectivité, il faut que maintenant, nous puissions tomber dans la qualité, former les enseignants, préparer la relève. Et le ministre l'a déjà bien commencé en mettant en retraite, la mise en retraite des enseignants les plus vieux. Nous avons tous constaté, ça fait des années et des années, les enseignants de l'EPST n'allaient pas en grève. Et aujourd'hui, ils sont allés en grève ils ont été primés pour cela, ils ont été primés et ils ont remercié même les ministres pour dire que chaque jour on demandait d'aller en retraite, mais on ne nous mettait pas en retraite. Nous avons tant souffert, mais aujourd'hui, le ministre Tony Mwaba nous a mis en retraite. Nous sommes contents pour ça. N'est-ce pas là l'évolution? C'est pour préparer la relève et préparer les enseignants, les nouveaux enseignants à prendre la relève et pour donner une meilleure qualité de notre enseignement. C'est déjà un pas et c'est déjà un acquis. Je crois que si nous, Congolais, nous comprenons cet aspect des choses, si nous comprenons l'évolution des choses et si nous comprenons que le peuple congolais n'a pas besoin de troubles dans cette question de la gratuité, je crois que nous allons tous espérer la quiétude au sein du ministère de l'EPST. Vraiment, courage à ceux qui soutiennent cette gratuité. Nous demandons à nos bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la FMI, de continuer sur cette direction de financement parce que, étant donné, nous sommes encore en train de vouloir consolider nos moyens à travers nos régies financières pour que cette gratuité demeure et soit pérenne telle que nous l'avons déjà souhaité. Je crois que le Congo est debout et le chef de l'État l'a dit. Je ne serai pas un président des œuvres inachevées. Il ne sera pas un président des œuvres inachevées. C'est-à-dire, à celui qui veut l'entendre, la gratuité va demeurer en République démocratique du Congo. Moi qui vous parle, je suis le premier bénéficiaire. Je ne tolérerai pas que la gratuité soit mise en pâture. Étant donné que je suis le premier bénéficiaire, le peu que je gagne, je ne le mets plus aux études de mon fils. Maintenant là, je garde ça, ça m'aide et ça ajoute le social. Et quand les peuples parlent du social, le social c'est la gratuité de l'enseignement, un acquis majeur qu'on ne peut pas minimiser et que nous devons tous veiller à ce que ça soit pérenne. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Vous étiez branchés sur Yokason Télévision, la chaîne de la base. Ici, nous disons la chaîne de la base parce que c'est la base. Nous sommes là pour parler au nom de la base. Nous sommes là pour dire ce que la base pense, ce que le peuple dise à travers cette grande émission. Votre émission, les juristes en parlent. Les juristes vont en parler parce que la lanterne de la population congolaise doit être éclairée. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivaient. Vous nous avez suivis sur cette émission. Envoyez-nous un texto, un message. Et nous allons vous répondre, afin encore de continuer à nous améliorer. J'ai dit merci au président, directeur général de Yokason Télévision, Monsieur Kantende Toumba Delphin. Yokason, l'homme du peuple, l'homme de la base. Cette vision, c'est lui. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que Yokason TV est là. Nous sommes là. Nous allons parler tant qu'il y aura des questions juridiques pour vous,
vous éclairer afin que le peuple congolais soit édifié. C'était votre serviteur. Je dis merci à toute l'équipe technique qui est devant moi. Je vois Gédéon Poutou, je vois Papa Paulin, Bon Polo, ainsi que messieurs Symphorien avec messieurs Georges. Merci de nous avoir soutenus. Je vois le président Miguel qui est de côté pour préparer une émission. Toute l'équipe de Yokason ici, c'était pour vous. On se voit à la prochaine et bye bye. Et demander à Félix Tshisekedi de maintenir sa candidature. Que Félix Tshisekedi rentre au pays, nous allons faire la campagne et c'est lui le candidat président de la République. C'est lui le président le 23 décembre. Nous réitérons notre confiance au président Félix Tshisekedi comme candidat de l'UDPS conformément à la résolution du Congrès. Oui, fidèles téléspectateurs, les amis de Yokason Télévision, votre émission, les juristes en parlent, une émission du peuple congolais où ici les juristes vous disent rien que les vérités juridiques chaque vendredi à 21h30 et la rediffusion chaque lundi à 20h30 de votre émission et vous serez édifiés. Merci.